Salam alaikum. Guten Morgen. Mesdames et messieurs, tout d'abord, il faut m'excuser parce que je suis handicapé sur le plan linguistique. Je ne parle pas que langue européenne, je parle l'arabe. Et c'est toujours une discrimination parce que nous expectons que vous parliez des langues européennes et nous ne parlons pas l'arabe. C'est dommage, il y a encore des choses à changer. Peut-être un jour, chacun a un bouton dans l'oreille et moi je parlerai en allemand et vous comprenez en arabe et vice-versa. Aujourd'hui, malheureusement, il faut que vous m'écoutiez en français. Et maintenant, je suis déjà au sujet, la question de la proportionnalité. D'un côté, on a déjà dépassé le temps. Et je suis en train de limiter votre liberté de mouvement. De l'autre côté, il y a un bien commun, c'est la connaissance plus profonde de la proportionnalité. Donc, il faut trouver maintenant, il faut pondérer les deux valeurs. Et moi, je dirais, alors, je vais parler parce que la connaissance est toujours une valeur très haute, très importante, et de l'autre côté, je vais me limiter à 20 minutes. Donc, pas comme de l'esprit allemand, mais pour la proportionnalité. La garantie des droits et libertés fondamentaux est considérée comme une des plus grandes conquêtes politiques des dernières 250 ans. La protection de l'individu effectif contre le pouvoir étatique est devenue une partie constituante de chaque constitution moderne. Elle forme la base de la société civile et de l'individualisme bourgeois. Le citoyen dispose de la pleine liberté de faire ce qu'il veut dans les champs sous protection constitutionnelle. Et ça va très loin en Allemagne. En Allemagne, c'est aussi sur la protection constitutionnelle des données à nourrir aux oiseaux. Donc, il y a eu un cas devant la Cour constitutionnelle d'une vieille dame qui a donné à nourrir aux oiseaux, pigeons, non, et c'était interdit par la municipalité. Et la Cour a dit, voilà, en principe, il y a cette protection. Donc, sous la protection de la liberté et de développer sa propre personnalité. Donc, je veux seulement montrer combien loin ça va. En Allemagne, il y a l'idée de la liberté. Mais il est évident que la liberté fondamentale ne peut pas être illimitée sans violer autre valeur. Le bien commun et les droits et libertés des autres. Pour cette raison, déjà, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévue dans l'article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a des bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. De cette façon, le catalogue des droits de l'homme prévoit, à part des garanties, la possibilité de la restriction des droits et libertés par la loi, soit ajoutée expressément à chaque garantie, soit par une clause générale, comme par exemple l'article 52 de la Déclaration des droits fondamentaux de l'Union européenne, ici, dans le respect du principe de la proportionnalité. Et les limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou aux besoins de protection des droits et libertés d'autrui. La limitation doit s'effectuer toujours sur base de la loi parlementaire. Cette exigence résulte de la proposition que le Parlement se qualifie comme garant des intérêts du citoyen qui l'ont élu. Comme représentant de la société, le Parlement restreint les droits et libertés seulement en tant que c'est dans l'intérêt des citoyens. Dans cette interprétation, il appartient au Parlement de décider sur la limitation des droits fondamentaux. Comme la conséquence, que ce qui est garanti par la Constitution peut être limité par la loi ordinaire. Dans un certain sens, on peut parler de la diminution de la protection du niveau constitutionnel au niveau de la loi ordinaire. C'est très important. Aujourd'hui, par contre, il est généralement accepté que les garanties des droits fondamentaux ne se limitent pas à une protection
pouvoir exécutif, mais vise aussi à une protection contre les pouvoirs législatifs. Et ensuite, que la seule autorisation par la Constitution de limiter des droits fondamentaux ne signifie pas que la loi même ou son application dans un cas donné est compatible avec la Constitution. Les limites mêmes doivent respecter le contenu des droits fondamentaux. Donc, une relation dialectique. Il y a donc une réciprocité. La garantie n'est pas absolue, mais peut être limitée par la loi et les actions basées sur la loi. La loi, de son côté, la loi qui limite les droits fondamentaux, de son côté, doit toujours tenir compte de l'importance des droits fondamentaux. L'autorisation de limiter des droits fondamentaux n'est pas une carte blanche aux organes étatiques, mais il faut respecter les exigences constitutionnelles. La méthode de balancer les restrictions et le contenu des droits fondamentaux est l'application du principe de proportionnalité par les organes de l'État qui veulent restreindre les droits fondamentaux. Donc, le législateur, l'administration et les tribunaux qui doivent surveiller l'application correcte de ce principe. Et c'est bien sûr la procédure de balancer d'un côté les intérêts poursuivis par la limitation d'un droit fondamental et de l'autre côté ce droit fondamental pourrait être dans un certain sens arbitraire. Il faut des critères clairs. On dit toujours normalement un cheveu sur la tête est peu, un cheveu dans la soupe est beaucoup. Non? Pour cette raison, la Cour constitutionnelle allemande a développé un systématique strict pour faire cette pondération. Il y a 4 étapes, c'est important, 4 étapes de contrôle de proportionnalité pour rationaliser ce processus. Première étape, la mesure prise pour la limitation doit être légale. En ce qui concerne les actes de l'exécutif, ils doivent se baser sur l'autorisation de la loi. Si la loi permet la limitation de l'admission des applicants à l'université, l'administration ne peut pas exclure des candidats pour leur genre ou pour leur origine ethnique. Ce sera une discrimination. Ici, les restrictions dues à Covid sont intéressantes. La loi fédérale sur l'épidémie ou sur la pandémie en 2020 prévoit que dans une situation épidémique, les organes compétents peuvent prendre des mesures nécessaires. C'est inscrit dans la loi. Donc, il y avait une autorisation assez large. Mais, dans une phrase suivante, la loi spécifiait que les organes peuvent particulièrement fermer des piscines et des écoles et des lycées. Cette spécification doit être interprétée dans le sens que les mesures prises comme exemple constituent l'extrême de l'intervention. Car si les législateurs avaient voulu permettre des mesures encore plus tranchantes, ces exemples seraient superflus. Donc, toutes les mesures qui allaient au-delà de la fermeture d'une école ou d'une piscine ou d'un lycée, en principe, n'étaient pas couvertes par cette disposition. C'est une question grave qui n'est pas encore tranchée par nos tribunaux. La prochaine étape de contrôle est si la mesure est appropriée, car la limitation n'est pas un but en soi-même. Elle est seulement justifiée par son objectif, soit l'intérêt général, soit les droits des autres. Si la mesure dès le début ne pourrait pas atteindre l'objectif, la limitation des droits fondamentaux serait seulement une tracasserie. Il est vrai, la constatation de l'inaptitude d'une mesure est en premier lieu la fonction du législateur ou de l'administration. Les tribunaux ou la Cour constitutionnelle, en général, n'ont pas la capacité de vérifier ce moyen approprié pour atteindre un but déterminé. Pour cela, ils exercent le contrôle seulement quand il y a une violation évidente. Pour vous donner un exemple, la loi électorale fédérale prévoyait qu'une personne sous tutelle par ordre d'un tribunal ne peut pas exercer son droit de vote. En même temps, une personne
avec la même capacité, une capacité sous tutelle, organisée en manière privée, soit le fils, la fille pour le père, non, pouvaient participer aux élections. Les critères de l'exclusion des personnes handicapées étaient donc la manière d'organiser la tutelle et non la grade d'incapacité. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi électorale inappropriée et donc inconstitutionnelle. Pour vous donner un exemple de l'application pratique. La troisième étape du contrôle consiste dans l'application du critère de la nécessité. La nécessité signifie qu'il n'y a pas d'autre moyen moins tranchant pour atteindre le même but. Ces critères de nouveau protègent le droit fondamental en question. S'il est nécessaire de limiter un droit fondamental, il faut le faire de façon le plus prudente pour préserver le contenu du droit fondamental le plus possible. Chaque intervention qui n'est pas nécessaire pour atteindre le but est inconstitutionnelle. Prenons l'exemple d'un permis de construire. Si l'édifice risque à endommager l'environnement, l'interdiction de la construction serait un moyen approprié pour protéger l'environnement effectivement. Mais si l'on pourrait protéger l'environnement de la même façon en donnant le permis de construire sous condition, en limitant les émissions ou pour imposer l'obligation de planter des arbres, etc., il est obligatoire de choisir ce moyen moins tranchant. Donc c'est la question de la nécessité. Ou pour donner un autre cas, il y a une manifestation qui pourrait provoquer des réactions des autres groupes politiques violentes. Ici, surtout la Cour constitutionnelle a toujours décidé, dans ce cas-là, c'est la tâche et la fonction de la police de protéger la manifestation. Donc, il ne pas d'interdire la manifestation, mais de protéger cette liberté de manifester et d'éviter de cette façon des cas violents. Donc, seulement pour vous donner des exemples, non? La quatrième étape du contrôle consiste en l'application du principe de proportionnalité en sens strict. C'est certainement la question plus difficile. Ça concerne la pondération du droit fondamental d'un côté et le but à atteindre de l'autre côté. Ce but pourrait être l'intérêt commun ou, de nouveau, les droits de l'autrui. Ici, le cas fameux en allemand, c'est le cas d'une cour juridictionnelle d'un voleur qui avait voulu une bouteille de vin. Et pendant le procès, il a offensé le juge. Et le juge a dit, pour confirmer la capacité intellectuelle et mentale de cette personne, il faut faire une analyse de son liquide cérébral. Parce qu'à l'époque, c'était au début des années 60, c'était la possibilité unique de vérifier l'état mental d'une personne. Le cas est arrivé devant la Cour constitutionnelle. La Cour a dit, d'un côté, bien sûr, c'est toujours important de punir des gens qui ont violé le droit pénal, mais de l'autre côté, il faut aussi protéger la personnalité, la dignité d'une personne. Ici, il s'agit seulement d'un vol simple, dans un certain sens, d'une bouteille de vin. De l'autre côté, une intervention grave dans la personnalité, dans l'intégrité corporelle de la personne. Et pour ça, c'était inconstitutionnel. C'est le cas de ça. La Cour constitutionnelle, bien sûr, ici, quand on arrive à ce point, c'est toujours très difficile à décider. Et la Cour, pour cela, a développé une doctrine pour la pondération à ce niveau. Le cas plus important est le cas sur les pharmacies. En Allemagne, dans les années 50, c'était interdit d'ouvrir une pharmacie n'importe où. Il fallait toujours un permis de l'État. Et l'État pouvait régler la chose. Disons, dans ce village, il y a déjà une pharmacie. Pourquoi? C'est parce qu'il disait qu'il ne doit pas être une compétition économique parmi les pharmacies pour éviter tout ce comme aux États-Unis. N'est-ce pas? Là-bas, chacun veut vendre des painkillers. Hein? Quand le résultat bien connu, n'est-ce pas? Les gens qui sont bien pendants, et pour éviter
ça, les pharmacies doivent avoir le droit aussi de refuser de vendre les choses. Oui. Donc, c'était la loi et la personne, le pharmaciste, portait la chose devant la cour parce que la personne avait refusé de donner le permis dans le cas donné. La cour a décidé qu'il faut maintenant faire de nouveau une différenciation entre 3 étapes. La première est si la loi fait une intervention seulement dans le mode d'exercer une profession. Donc, pour l'ouverture des magasins, etc., la présentation des choses, etc., ici, il y a une assez grande liberté pour le législateur et l'administration de restreindre les activités, donc, toujours pour les heures d'aperture d'une pharmacie. Et ici, c'est suffisant si le législateur ou la prestation donne une justification raisonnable. Bon, on peut bien comprendre pourquoi ils ont établi les heures de fermeture. Le deuxième niveau, ce sera l'intervention dans la sphère subjective. Donc, si l'État établit des limites subjectives pour l'admission. Qu'est-ce que ça veut dire, limite subjective? Des exigences sur la qualification des personnes. Donc, moi, en tant que juriste, je ne peux pas ouvrir une pharmacie. Seulement un pharmaciste peut ouvrir une pharmacie, c'est bien évident. Mais c'est une limitation, bien sûr, d'exercer une profession. Peut-être dans un autre domaine, je pourrais ouvrir un magasin sans qualification, mais pour la pharmacie, c'est nécessaire. Ici, cette limitation est accessible pour la protection des biens communs importants, comme la vie ou la santé. Il s'agit des conditions, et donc ici, c'est déjà plus dur dans le contrôle des actions étatiques, des organes de l'État. Et s'il s'agit des restrictions objectives, il y a le contrôle plus strict. Qu'est-ce que ça veut dire, des restrictions objectives? S'il y a des limitations qui ne font pas de la personne, donc pas de la qualification, donc il ne s'agit pas du mode de l'exercice de la profession, mais on peut dire c'est pas du tout possible d'exercer cette profession dans ce lieu. C'est indépendant de votre qualification. Donc, si l'État dit dans tel village, ce n'est pas possible d'ouvrir une pharmacie. Non. Ici, une restriction est possible seulement pour la défense des risques très graves et probables pour des biens communs d'une importance extraordinaire. Donc ici, l'État peut intervenir seulement s'il y a des risques graves et très probables pour des biens communs d'une importance extraordinaire. Dans le cas donné, la Cour a fait une recherche en Suisse, parce qu'en Suisse, c'était libre, la mission des pharmacies, et on a eu une recherche sur les conséquences de cette situation en Suisse, comme le résultat que là-bas, on n'a pas eu des conséquences graves. Pour cela, on a déclaré la loi allemande inconstitutionnelle. Donc, de cette façon, vous voyez, même au niveau de la proportionnalité stricte, il y a encore un contrôle de la part des tribunaux. C'est, à mon avis, très important pour rationaliser ça, pour éviter des décisions arbitraires de la part du législateur et de la part de l'administration. Pour conclure, bien sûr, je pourrais encore ajouter pas mal des exemples du domaine de Covid. La question du couvre-feu, etc., c'est très grave, des interventions très graves. J'avais déjà dit qu'au début, ce n'était pas ouvert par la loi. Et
Et même aujourd'hui, il y a des tribunaux qui commencent à dire que, par exemple, d'interdire de sortir de la maison dans la nature, c'est une intervention pas proportionnelle. Parce qu'il faut dire, en Allemagne, c'est possible de promener le chien, mais je parle sur promener ma femme. Merci beaucoup.